C'est en 1999 qu'Oda introduit pour la première fois l'existence des géants sur Little Garden. Il nous faudra cependant patienter 25 ans pour que l'arc d'Elbaf débute enfin. Bien des mystères se sont ajoutés au fil de la traversée de nos Mugiwara. Et c'est sur cette île des titans que nous pourrions enfin lever le voile sur bon nombre de mystères. Outre le désir de voir briller Usopp, ou tout du moins Sniper King, Luffy réussir à maîtriser le Haki des rois, ou même voir apparaître le tant attendu Scopper Gaban, de nombreux fans s'accordent à croire que l'île des géants abriterait la redoutable arme antique Uranus, dont les pouvoirs, la localisation et l'utilité demeurent encore une véritable énigme. Néanmoins, bien que cette théorie soit plausible, ce n'est pourtant pas d'elle dont je vais vous parler aujourd'hui, car l'arme antique que je m'apprête à vous révéler dévoilera le lien profond qui l'unit aux géants, ainsi que le rôle crucial qu'ils joueront lors de la grande guerre finale de l'œuvre, menant à la destruction du monde, connue dans la mythologie nordique sous le nom de Ragnarok. Il ne s'agit donc pas d'Uranus, mais bien de l'arme portant le nom du dieu des enfers, Pluton. Pour comprendre cette théorie, il va donc falloir dans un premier temps reprendre toutes les informations que nous savons sur cette arme. Dans un second temps, on va revenir sur mes précédentes théories concernant l'emplacement de Pluton sur Wano, sa reine démoniaque Yamato et son lien avec le géant antique Oz. Enfin, on va compléter cette hypothèse à travers la mythologie nordique qui va permettre de révéler le rôle clé des géants durant le siècle oublié et celui qu'ils auront dans le futur pour conduire Pluton à la grande guerre finale contre les dieux. Comme vous vous en doutez, c'est une grande vidéo qui s'annonce. Alors comme toujours, je vous invite à laisser votre meilleur like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et bien sûr, laissez votre plus joli cœur en commentaire, qui est, comme vous le savez, ma plus belle récompense. Je vous en remercie sincèrement, et à présent, on va pouvoir découvrir le grand secret de la Terre des Géants, capable d'éveiller le terrible navire des enfers, Pluton. Commençons d'ores et déjà par retracer l'histoire de cette arme antique souterraine. Elle n'a véritablement été mentionnée que dans 3 arcs principaux. Le premier, à Alabasta. Crocodile l'a présentée comme une arme antique à la puissance inégalée, capable de détruire une île entière sans laisser de traces. Elle sommeillerait selon lui quelque part dans le royaume d'Alabasta. Le deuxième, à Water 7. C'est sur cette île qu'aurait été construit Pluton. Tom l'a décrit comme le plus terrible monstre de l'histoire de la construction navale, tandis que Lucci la qualifie comme le plus redoutable navire de guerre au monde. Frankie, lui, s'étonnera que des humains puissent être à l'origine d'une telle création. La puissance de cette arme fut si crainte par les anciens qu'ils décidèrent d'en conserver ses plans et de les céder aux générations futures dans le cas où le Pluton original tomberait entre de mauvaises mains. Ainsi, grâce à ces plans, une force d'opposition pourrait être construite, un deuxième Pluton pour combattre le premier. Enfin, la troisième et dernière île à avoir évoqué Pluton est tout simplement Wano Kuni. C'est dans les profondeurs de ce pays, au cœur des entrailles du volcan, que repose cette arme antique. Pour la libérer, il faudra détruire les murs entourant le pays ou, comme le disait plus simplement Oden, rouvrir les frontières. Bien que 25 années se soient écoulées depuis sa première mention, les secrets entourant cette arme antique demeurent. Nous connaissons aujourd'hui sa véritable localisation, mais son apparence ou même son véritable rôle reste un mystère. Pourtant, on remarque à travers cette brève rétrospective à quel point l'histoire de Pluton est reliée à bon nombre de nations à l'image de Wano, qu'Oden décrivait comme étant connectée au monde entier. Le peuple d'Alabasta a veillé sur le poneglyphe, révélant sa localisation. Water 7 est l'île où ce redoutable vaisseau de guerre fut construit. L'île des hommes poissons a vu naître les gardiens des plans de cette création, transmis de génération en génération. Enfin, c'est sur la terre des Wa que repose l'arme antique Pluton. 5 pays, bien qu'opposés à l'origine, se retrouvent finalement connectés par cette relique ancestrale créée il y a plus de 800 ans. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment le royaume d'Elbaf pourrait lui aussi être connecté à cette arme antique et comment ses habitants les géants pourraient être ceux à même de guider ce monstre des mers durant la grande guerre finale de One Piece. C'est pourquoi Oda a attendu autant de temps pour nous dévoiler l'arc d'Elbaf, car c'est ici qu'il révélera la véritable nature de cette arme qui porte le nom du dieu régnant sur le monde souterrain. Mais avant de découvrir comment et pourquoi, il nous faut revenir à mes premières théories sur Pluton.
Il y a eu au total 4 séries de vidéos. La première concernait la localisation de Pluton. Selon moi, cette arme sommeillait non pas sur les terres d'Alabasta comme le suggérait Crocodile, mais bien dans la contrée des samouraïs Wano Kuni. L'indice principal de cette théorie reposait sur la thématique du monde souterrain, étant donné que Pluton était le dieu romain des enfers. Bien qu'Alabasta et Water 7, ces pays étroitement liés à Pluton, n'avaient aucun lien direct, on pouvait tout de même noter un point commun, leur connexion au monde souterrain. Alabasta était le miroir de l'Égypte. Les fresques du tombeau Néfertari illustraient le récit de la barque solaire et de la posée du cœur. C'est par ce rituel qu'étaient jugées les âmes des défunts. De l'autre, Water 7 trouvait ses racines dans les contrées italiennes. Cette terre qui vit naître l'une des plus sombres et énigmatiques organisations, la mafia. Un empire qu'on retrouve à l'exactitude dans One Piece et que l'on connaît sous le nom de Pègre. C'est à travers elle que l'on a découvert la dense powder d'Alabasta et le précieux bois d'Adam obtenu par Franky sur Water 7. Par ailleurs, c'est également durant cet arc que fut introduit pour la première fois le Cypher Pole, l'équivalent d'Interpol, cette organisation chargée de démanteler la pègre de l'ancienne Italie. En retraçant l'histoire de la pègre, cela m'a donc conduit à Wano Kuni. Ce pays inspiré de la mythologie japonaise et plus précisément du shintoïsme, racontait l'histoire du dieu Izanagi qui, après avoir voyagé au Yomi, referma cette porte des enfers d'un immense rocher, séparant ainsi le monde des vivants et des morts. Cette image de porte fermée au monde m'a alors ramené à la mission confiée aux descendants Kozuki de rouvrir les frontières du pays du soleil levant. C'est ainsi que j'en suis finalement arrivé à cette hypothèse, Pluton sommeillerait sur la terre des samouraïs. Ce nom de dieu infernal gouvernant le monde des morts était alors la raison de la fermeture de ce pays. Ouvrir Wano revenait à ouvrir la porte des enfers à l'image du Yomi japonais et ainsi libérer la plus destructrice des armes du monde. Cela expliquait également pourquoi Oda avait choisi la thématique des yokai fantômes pour incarner les protagonistes de cet arc, symbolisant ainsi parfaitement ce royaume de l'au-delà où reposait Pluton. Et il aura fallu attendre 2 ans pour que cette théorie se confirme véritablement. Gardez alors à l'esprit ce lien étroit qui unit Wano à la thématique des morts, car il sera très important durant l'étude de l'arbre d'Yggdrasil qui viendra juste après. Ce qui nous conduit à la deuxième partie de cette théorie, le navire de Pluton s'inspirait du légendaire cuirassé de guerre nippon, le Yamato. Étant donné que Pluton semblait se trouver sur Wano, il me fallait trouver un navire japonais emblématique. Et c'est ici que m'est apparu le Yamato. Considéré comme le plus grand et le plus lourdement armé navire de guerre jamais construit, ce mastodonte des mers fut le plus puissant vaisseau amiral à avoir pris la mer durant la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, au moment où cette théorie fut publiée, le personnage de Yamato, fils de Kaido, n'avait pas encore révélé son nom. Était-ce le fruit du hasard ou un véritable indice pour me conforter dans cette théorie? Quoi qu'il en soit, cette révélation m'a guidée à la troisième partie de cette théorie. Yamato serait la reine Pluton, à l'image de la princesse Shirahoshi et Poséidon. Normalement, et si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, le jeu de cartes caché d'Oda ne devrait plus avoir de secret pour vous. Mais dans le cas où vous ne connaîtriez pas cette théorie, je vais brièvement vous la résumer. L'auteur de One Piece aurait dissimulé un jeu de cartes à travers ses personnages. Certains disent incarnaient les as de jeu, tandis que les armes antiques étaient selon moi les reines et rois. Ainsi, la princesse Shirahoshi était la reine Poséidon, capable de contrôler les rois des mers, tandis que la princesse des démons Yamato était la reine de l'arme antique Pluton, capable de contrôler le roi des enfers, que je désignais comme étant le serpent rouge sang. Tous les indices en tout cas me menaient à cette idée. Elle était surnommée la princesse des démons, enfermée sur l'île d'Onigashima, signifiant littéralement l'île des démons. Elle portait des cornes démoniaque à l'image du démon Oz, son père Kaido souhaitait en faire le shogun du pays, tandis que son nom Yamato, qui signifie grande harmonie, fait directement écho au pays des Wa, qui se traduisait également par pays de l'harmonie. Mais ce nom pouvait également s'associer à 3 éléments clés. Le premier est le nom du célèbre cuirassé japonais, soit un navire tout comme Pluton. Le deuxième se relie au légendaire Yamato Takeru, héros dont le peuple des Wa tire ses origines. Le troisième est tout simplement le nom originel du Japon. Enfin, Oda a également attribué un fruit du démon particulier à Yamato, le loup Anchu. Il s'agit d'une bête sacrée au Japon, dans la province de Yamato, considérée comme une figure protectrice pour le peuple. En résumé, Yamato est tout simplement l'âme de Wano Kuni, cette terre où repose Pluton. C'est pourquoi elle était à mes yeux la meilleure candidate pour maîtriser cette arme antique.
Contrairement à ma première théorie, celle-ci n'a pas encore été confirmée dans l'œuvre. Cependant, je l'avais complétée davantage dans la quatrième et dernière partie de cette théorie, celle reliant Yamato au géant antique Oz. Pour bien comprendre, débutons par la théorie selon laquelle Oz aurait construit l'actuel Wano Kuni. Ce démon, surnommé le transporteur de continents, aurait bâti un pays en approchant plusieurs îles. En japonais, transporteur de continents se traduit Kunihiki et peut se rapporter au mythe d'Izumo no Kuni. Le dieu Yatsuka se plaignait sans cesse de se sentir trop à l'étroit sur son île, tout comme Oden Kozuki à Wano. Un beau jour, il décida de tirer plusieurs îles environnantes pour les rapprocher entre elles et former une toute nouvelle contrée. Ce récit de tirage de terre m'a alors conduite à penser qu'Oz serait inspiré de ce dieu et aurait ainsi façonné la terre des Wa. D'autant qu'à la découverte de l'architecture de Wano, on pouvait observer que les différentes régions semblaient avoir été comme rapiécées entre elles au vu des différents climats d'une contrée à l'autre. Mais surtout, Oz semblait étroitement lié à Wano à travers l'île d'Onigashima. Aujourd'hui, Sukiyaki Kozuki nous révéla que le pays des Wa originel fut englouti par les eaux et reconstruit plus tard au-dessus de l'ancienne cité. Cette théorie sur Oz ayant fondé le nouveau Wano Kuni a donc de plus en plus de chances de se concrétiser, ce qui nous conduit au lien unissant Yamato à Oz et qui révélerait que l'enfant de Kaido n'est autre que la princesse disparue de la cité d'émeraude, Ozma. Étant donné que le nom de ce géant antique pouvait s'assimiler au conte populaire du magicien d'Oz, je m'étais demandé à l'époque si Yamato n'était finalement pas la princesse disparue de la cité d'émeraude. Dans le second volet de cette œuvre, il est raconté que bien avant la création de la cité d'émeraude, le pays d'Oz était un royaume prospère, où le roi Pastoria régnait sur ses terres, jusqu'au jour où le magicien apparut et lui prit son trône. La seule chose qui restait de ce roi était sa fille, la princesse Ozma, héritière légitime du trône. L'enfant fut enlevé par le magicien qui, avec l'aide de la sorcière Mombi, la transforma en petit garçon pour en faire son esclave. Plus tard, une bonne fée rompit la malédiction et Ozma retrouva son titre et son identité comme étant la reine de la cité d'Oz. Si Wano Kuni est bien le royaume de ce géant antique, alors la princesse Ozma serait Yamato. Cet enfant considéré comme un homme, mais qui se révéla être une femme. Le plan de Kaido consistait alors à restituer le trône à Yamato et ainsi rendre à Wano Kuni sa véritable apparence, celle du royaume du démoniaque Oz. Mais si ce géant antique étant lié au pays des samouraïs, alors ça signifie que l'inverse est également possible. Ainsi, Elbaf serait lui aussi connecté à Wano Kuni. Et pour comprendre de quelle façon, il va falloir nous plonger dans les récits scandinaves et plus spécifiquement à travers la mythologie nordique. Elle tient d'ores et déjà une place importante dans l'œuvre puisque certains noms de géants sont tirés des divinités nordiques comme Loki, Jarl et celui de Gerd. Ou encore certaines attaques comme celle de Broggi, le Svalin, symbolisant le bouclier légendaire de la mythologie nordique. C'est pourquoi il est probable que les terres d'Elbaf soient en grande partie inspirées par cette mythologie. L'arbre gigantesque qui se dresse au cœur de ce pays pourrait évoquer l'Yggdrasil, le célèbre arbre-monde. Cet immensif légendaire reliait autrefois 9 royaumes, chacun habité par différentes races. Nous savons aujourd'hui que la carte de One Piece est bien différente de celle d'il y a 800 ans. En effet, comme l'a récemment révélé Vegapunk, la guerre contre l'Ancien Royaume a provoqué une dérive des continents, bouleversant entièrement la disposition des îles. Il est donc tout à fait possible que durant le siècle oublié, les 9 royaumes de l'Yggdrasil aient existé, mais qu'ils se soient disloqués après la Grande Guerre. Et c'est pourquoi il est important de garder cette information à l'esprit. D'une part, car l'analyse des 9 royaumes que nous allons faire n'aura de pertinence qu'à travers le siècle oublié, bien qu'il soit possible que certaines de ces îles aient pu être préservées dans la contrée d'Elbaf. Et d'autre part, car analyser l'arbre-monde va nous permettre de comprendre quel lien unissait Titan à l'arbre antique Pluton. On va donc brièvement passer en revue ces 9 royaumes et imaginer ce qu'a pu être et ce qu'est aujourd'hui le monde des géants. Le premier monde se nomme Asgard. C'est ici que vivent les dieux primordiaux appelés les As. On y compte Odin, Thor ou encore Loki. En son centre se trouve la plaine de Jezabel, lieu de réunion des As où ils forgent l'or et divers outils. Enfin, les murs entourant Asgard ont été construits par des géants. Ils bâtirent une grande muraille autour du royaume des dieux pour éloigner les envahisseurs. Ce monde divin pourrait anciennement correspondre à Marie-Joise, lieu de réunion de la rêverie. D'autant qu'il y a 800 ans, cette terre se nommait le royaume des dieux, résidence des êtres célestes, les Lunarians. Quant à cette immense muraille construite par les géants, cela rappelle fortement Redline, cette terre artificielle créée à partir de plusieurs morceaux de terre.
Ainsi, il est bien possible que dans One Piece, les géants antiques soient ceux à l'origine de la création de cette terre rouge. D'autant que parmi eux, il existe le légendaire Oz, surnommé le transporteur de continents. Bien qu'il soit né après le siècle oublié, il est plausible que ses ancêtres aient participé à la création de Red Line, à l'image des géants bâtissant la muraille d'Asgard. Ce qui nous conduit au second royaume, le Valheim, le domaine des Vannes, une tribu divine associée à la magie et à laquelle appartenaient Frey et Freya. On sait très peu de choses sur eux, hormis leur rôle dans la grande guerre entre les As et les Vannes. Cet affrontement n'ayant vu aucun vainqueur, s'est soldé par un échange d'otages en guise de paix et d'union. Ainsi dans One Piece, il se pourrait qu'une guerre similaire ait éclaté au sein des tribus célestes il y a plus de 800 ans. Si les As s'associent aux Lunarians qui vivaient dans l'ancien royaume des dieux, alors leur opposant devait sans nul doute être les Bilkans. Et quand je dis Bilkans, je parle ici des 3 races célestes descendues de la Lune et que nous connaissons aujourd'hui comme étant les Skypéens, Bilkans des Nerfs et Chandia. Ces êtres célestes sont tout comme les Vannes, dotés de pouvoirs magiques, bien que dans leur cas, on appelle plutôt ça de la science. Si une guerre a bien eu lieu entre tous ces hommes qui se prétendaient dieux, alors ça expliquerait cette séparation entre ces 4 races. Vient alors Midgard, la terre du milieu habitée par des humains. Ce monde terrestre situé au centre de l'univers est entouré par un vaste océan infranchissable où réside le serpent Jormungand. Midgard est connecté au royaume des dieux par le Bifrost, ce pont arc-en-ciel que les divinités d'Asgard empruntent chaque jour pour rendre visite à Ur, la déesse du destin, souveraine du passé. Ici, je pense qu'il n'y a pas nécessité à développer davantage, puisqu'il s'agit du monde des humains, où l'on pouvait retrouver Alabasta et d'autres royaumes comme Dressrosa. Peut-être découvrirons-nous ce pont arc-en-ciel dans l'arc d'Elbaf, et que les Mugiwara emprunteraient pour rejoindre le château de Loki. Il se pourrait même qu'il y ait un lien avec la légende des 7 frères Muren arc-en-ciel, vue au chapitre 304. Les 2 royaumes suivants sont ceux des elfes. Le premier est Svartalfheim, le monde des elfes sombres où résident les nains. C'est un royaume de forges, de cavernes et d'industrie. Ils sont connus pour leurs compétences en artisanat, ayant forgé de nombreux artefacts comme le marteau de Thor et la lance d'Odin. Le second est Alfheim, le royaume des elfes clairs, aussi appelé le pays des fées. Ils sont souvent vus comme des esprits de la nature ou des gardiens de la lumière. Dans One Piece, ces 2 royaumes pourraient s'unir pour n'en former qu'un, celui des Tontata. En effet, ils sont désignés à la fois comme des nains sur la liste du marché aux esclaves et à la fois des fées via la légende de Mont Blanc. Ils symbolisent ainsi à la fois les elfes clairs par leur capacité à cultiver n'importe quelle espèce végétale et à la fois les elfes sombres du fait qu'ils vivent dans les souterrains de Greenbeat. Ce qui nous conduit au royaume des géants. Il se divise en 3 mondes distincts où vivent 3 types de géants, ceux des collines, de feu et de glace. Dans One Piece, cette distinction est également présente. Il y a les guerriers d'Elbaf, les géants comme Zoro, les géants antiques, et récemment nous avons découvert une 4e race, les boucaniers. On va donc analyser chacun de ces royaumes et tenter de les associer aux différents géants dans One Piece. Tout d'abord, il faut savoir que les géants sont tous descendants du géant primordial Ymir. Né de la rencontre entre la glace du Niflheim, le royaume du froid et des ténèbres, et le feu du Muspelheim, le royaume des flammes. Ymir vivait dans le Ginnungagap, le vide primordial à l'origine de la création du monde. On note d'ores et déjà que dans One Piece, le lieu où se rencontrent la glace et la lave a parfaitement été représenté par Oda à travers l'île de Punk Hazard. Bien que ce décor ait été fait artificiellement après le combat entre Aokiji et Akainu, l'inspiration d'Oda a pu être tirée de la mythologie nordique. D'autant que c'est bien sur cette île qu'on a tenté de recréer les géants antiques. Ainsi, après la mort d'Ymir, son corps donna naissance à la lignée de géants nommés les Jotun, vivant dans 3 royaumes distincts. Le premier est celui du Jotunheim, là où vivent les géants des collines ou des montagnes et que l'on peut considérer comme les géants normaux. Selon certaines versions, cette terre serait partagée avec les géants de glace. La principale cité de ce royaume se nomme Utgard, une énorme citadelle faite de blocs de glaçons scintillants. Elle est gouvernée par le géant Utgard Loki. Ici, il ne fait aucun doute qu'il s'agit des géants d'Elbaf, puisqu'ils vivent sur une île jonchée de montagnes et de collines. Quant à Utgard Loki, roi des Jotun, il pourrait bien s'agir du Loki originel dans One Piece, étant donné qu'il est le prince des géants. Vient alors le deuxième royaume, Niflheim. Il s'agit d'un monde glacé et brumeux, souvent associé à la mort et au froid éternel. Selon certaines versions, ce royaume est inhabité, tandis que d'autres affirment qu'il abrite les géants de glace et de givre.
Le détail de la glace est cependant intéressant car c'est dans cet élément qu'ont été conservés le corps des géants de Punkhazard et d'Oz dont la légende raconte que ce dernier serait mort dans le pays des glaces. Peut-être s'agissait-il du Niflheim. Et après le monde gelé, c'est vers son opposé que nous nous dirigeons. Le troisième et dernier royaume habité par les géants est le Muspelheim, le royaume du feu dirigé par le géant Surt. Les habitants du Muspelheim sont souvent appelés géants du feu. Ce sont les forces destructrices associées aux flammes et à la chaleur. Ils joueront un rôle clé dans le Ragnarok où Surt dirigera ses forces de la destruction contre les dieux. Ce dernier royaume est très important car il pourrait correspondre à la terre des géants antiques et ceci grâce aux liens étroits pouvant exister entre Pluton et Oz. Gardez simplement ceci à l'esprit puisqu'on y reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Enfin, on va conclure par le tout dernier monde des 9 royaumes d'Yggdrasil et il s'agit de Helheim, le royaume des morts. C'est ici que reposent les âmes des défunts, qu'ils soient criminels ou victimes de maladies et de vieillesse. Cette terre mortuaire pourrait symboliser le pays des Oa. La thématique principale de cet arc reposait sur les yokai fantômes, tandis que c'est ici que sommeille l'armantique Pluton, ce dieu du monde souterrain. Ainsi, comme on peut le voir, les 9 royaumes de l'Yggdrasil peuvent parfaitement s'intégrer au monde de One Piece, et d'autant plus durant le siècle oublié. On pourrait alors découvrir à Elbaf les vestiges de ces terres anciennes pour y apprendre toute l'histoire des différentes races et la genèse de leur création. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce parallèle entre les 9 royaumes et le monde de One Piece va nous permettre de comprendre ce qu'est Pluton et le rôle qu'auront les géants à travers cette arme antique. Selon Tom, si ce genre d'arme voyait le jour, ce serait la fin du monde. Cette fin du monde est précisément ce que j'ai pu vous théoriser dans les toutes premières théories des nerds d'il y a 6 ans, et que Vegapunk confirme aujourd'hui dans son message adressé au peuple. Si j'ai pu par le passé vous expliquer que la grande guerre finale serait la métaphore de l'Armageddon biblique, où le Christ personnifié par Luffy affrontera l'antéchrist représenté par Im, aujourd'hui cet événement va prendre un autre nom, puisque les géants d'Elbaf n'ont pas pour religion le christianisme, mais bien la mythologie nordique. Et cette fin du monde prophétique se nomme tout simplement le Ragnarok. D'après les Eddas, 3 hivers gigantesques qui dureront 3 années consécutives plongeront le monde dans un chaos absolu, annonçant ainsi la fin des temps. Les fils du loup Fenrir dévoreront le soleil et la lune, les étoiles tomberont du ciel et l'envol des corbeaux sonnera l'approche du Ragnarok. Cette disparition des astres plongera le monde dans l'obscurité totale et la Terre sera ravagée par des conflits et des guerres entre les hommes. Ce jour-là, tous les sceaux se briseront. Le gigantesque loup Fenrir se libérera de ses chaînes, tandis que Jormungand, le serpent de Midgard, émergera des océans et enroulera la Terre. Les géants se rassembleront sous la bannière du géant Surt, qui apportera avec lui un feu colossal et dévastateur. Les Énériards, des guerriers d'exception morts au combat, seront ressuscités pour combattre aux côtés des dieux et affronteront une armée de géants dans les champs de Vigrid. Surt embrassera la terre de son épée flamboyante et les flammes ravageront tout sur leur passage. La terre et les montagnes trembleront, les arbres seront déracinés et les montagnes s'effondreront. Les océans submergeront le monde et l'univers ainsi que les 9 royaumes sombreront dans les eaux. Le monde sera alors détruit et toute forme de vie disparaîtra. Cette fin du monde prophétique commence peu à peu à se dessiner dans One Piece. Les événements cataclysmiques se répètent à travers le monde, impliquant la disparition de nombreuses vies et de nombreuses îles. Water 7 ou encore Longrim Longland sont voués à disparaître. L'île de Jaya s'est vue disloquée il y a 400 ans par un tremblement de terre inexpliqué, sans oublier la montée des eaux provoquée par Mother Flame. Comme l'a dit Vegapunk et comme l'annonce le Ragnarok, ce monde est voué à disparaître sous les flots. Les étoiles qui tomberont du ciel sont une véritable métaphore de la défaite de nombreuses supernovas. Hawkins, Law, Kid, Apu, Killer et Drake. Quant à la mort du soleil menant à 3 hivers consécutifs, il est bel et bien possible que Luffy disparaisse, marquant ainsi le début de cet apocalypse. Serait-ce à travers une nouvelle mort, une nouvelle ellipse, ou plus simplement à sa découverte de l'Aftel? En tout cas, si Oda souhaite rester fidèle au mythe du Ragnarok, la disparition du soleil entraînera inévitablement celle de Luffy. Et là, je vais rejoindre l'idée de Goji et sa grande théorie que je vous conseille de voir si ce n'est pas déjà fait. Celle selon laquelle le fruit de Nika pourrait être anéanti par le fruit de Barbe Noire.
Ce serait l'occasion parfaite de voir le tant attendu combat de ces deux titans parfaitement opposés, offrant ainsi la disparition de la lune et du soleil et conduisant à la fin du monde. Bien sûr, Luffy reviendra durant cette grande guerre pour faire face aux dieux et plus précisément à son ultime et dernier adversaire, Im-sama. Toutefois, ce jour prophétique dans One Piece n'est pas seulement théorique, mais bien factuel grâce à la prophétie de Shirley. L'île des hommes poissons sombrera et c'est ici que le rôle du Noah sera révélé et que Poséidon contrôlera les rois des mers. Or aujourd'hui, il est bien possible qu'avec cette théorie, nous puissions également connaître le rôle que jouera Pluton ainsi que celui des géants dans cette grande guerre. Car durant le Ragnarok, il est annoncé la libération de Naglfar. Il s'agit d'un gigantesque navire des enfers fait à partir des ongles des morts. Il est gardé dans le royaume des géants de feu, le Muspelheim, et se détachera lors du Ragnarok, conduisant les légions de géants, ceux que je comparais aux géants d'Elbaf, vers le champ de bataille afin de combattre les dieux, ceux que je comparais à Marie-Joise, dans cette fin du monde prophétique. Selon les versions, le capitaine de ce navire infernal serait soit Hrym, aussi traduit par faible ou fragile, soit le dieu malicieux Loki. Ce sera au milieu des flots tumultueux que Naglfar prendra la mer, accompagné de tous les géants et escorté par l'armée des morts de la déesse Hel. Si nous transposons la légende de ce navire à One Piece, alors Naglfar serait bel et bien Pluton. La grandeur de ce vaisseau qui a tant choqué Franky et Iceberg s'expliquerait alors par le fait qu'il servirait à transporter tous les géants lors de la grande guerre finale. Sa localisation au royaume du feu correspond parfaitement à l'emplacement de Pluton, gardé dans les profondeurs du volcan du mont Fuji à Wano, ce qui explique le lien si étroit avec la lignée des géants antiques, aussi bien à travers Onigashima, les Numbers ou encore Oz Junior et son fameux Kasa. Mais cela appuie d'autant plus ma théorie selon laquelle Oz aurait bâti Wano Kuni après l'inondation des premières terres d'Ewa. Quant à l'armée des morts envoyée par la déesse Hel, elle représenterait le peuple d'Ewa dont la culture s'imprègne de la mythologie Shinto et des croyances yokai. Le navire Naglfar a également été construit à partir des ongles des morts, exactement comme les Vivcards dans One Piece. Ces morceaux de papier fabriqués à partir d'un ongle se désintègrent entièrement lorsque la personne à qui ils sont liés meurt. Peut-être découvrirons-nous que Pluton aurait été bâti d'une manière similaire au Vivcard et que l'âme de ce navire serait liée à son roi ou sa reine, à l'image de Poséidon contrôlant les rois des mers pour guider l'arche Noah. Ce qui nous mène au capitaine de ce navire. Étant donné qu'il y a deux versions, on pourrait imaginer plusieurs personnages. Concernant Hrym, il pourrait s'agir en premier lieu d'Arujin. Il souhaite devenir le roi d'Elbaf, mais il est surtout le capitaine du nouvel équipage des géants dont le nom du navire porte précisément le nom de Naglfar. Forcément, ça fait sens. Cependant, Hrym peut se traduire par fragile, faible, et cette définition me ramène davantage à Usopp et à son désir de devenir le plus brave guerrier des mers. Il est donc possible que notre Sniper King puisse devenir le capitaine des géants et par extension de ce navire. Une belle morale que de voir le roi des mensonges et des histoires devenir le roi du pays des fables. Toutefois, si Oda opte pour la première version des Edda, où le capitaine de ce navire est le dieu Loki, alors il ne pourrait s'agir que du prince d'Elbaf. Il se révélerait non pas un ennemi des chapeaux de paille, mais un allié clé dans la grande bataille finale. Ainsi Luffy réussirait là où Big Mom a échoué, obtenant ce qu'elle convoitait tant pour devenir la reine des pirates, car l'armée des géants est tout simplement la seule force capable de servir l'arme antique Pluton. En y réfléchissant bien, ça semble parfaitement logique. Ce navire infernal habité par des titans qui, dans la mythologie, vivaient au Tartare, le lieu le plus sombre des enfers. C'est pourquoi le gouvernement a tenté par tous les moyens de recréer cette race et de s'emparer de ses plans. Si cette théorie s'avère juste, alors Pluton ne pourrait être libéré qu'au jour du jugement dernier, le jour du Ragnarok, conduisant les géants d'Elbaf à combattre les dieux, le gouvernement mondial. Enfin, reste à comprendre la place de Yamato avec Pluton. Comme expliqué en début de vidéo, cette princesse démon incarnait selon moi la reine Pluton à l'image de Poséidon. Si Shirahoshi possède le pouvoir de contrôler les rois des mers pour tracter le Noah, il est possible que le navire Pluton ait lui aussi besoin d'un animal royal. C'est pourquoi j'avais opté pour le serpent rouge sang. Or, dans la mythologie nordique, c'est justement le Jormungand, le gigantesque serpent, qui surgira des profondeurs de l'océan et inondera la terre pour permettre
permettre au navire Naglfar de naviguer sur les terres englouties. Ce serpent est par ailleurs le frère du loup Fenrir, cet animal qui est précisément le fruit du démon Yamato. Ainsi, celle qui se fait appeler la princesse démon pourrait bien avoir le rôle de contrôler le serpent rouge sang, guidant ce navire titanesque au même titre que Poséidon, dirigeant le Noah à l'aide des rois des mers. Et si le Noah est destiné à emmener les hommes-poissons à la surface, Pluton, lui, conduira les géants à la Grande Guerre face au gouvernement mondial. Ainsi, Pluton, le légendaire mastodonte des mers, ne se révélera donc que lors de la bataille finale, servant à escorter les titans d'Elbaf dont la reine Yamato serait celle à même d'éveiller l'arme antique annonciatrice de la fin du monde.